مساء الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الناقد. يسعدني أن أستضيف هذا المساء الأستاذ الدكتور طارق رمضان بمناسبة صدور كتابه الأخير Au péril des idées أو خطورة الأفكار، وهو كتاب مشترك مع المفكر الفرنسي إدغار موغان. هذا الكتاب سيكون مدخلا إلى عوالم فكرية أخرى يطرقها المفكر طارق رمضان ونناقشها معه ما وسعنا الوقت في حلقتين. الأستاذ الدكتور طارق رمضان هو أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة أكسفورد، وأستاذ الأديان وحوار الأديان بقسم الدراسات اللاهوتية بأكسفورد أيضا، أستاذ زائر بكلية الدراسات الإسلامية بقطر وبالجامعة الماليزية، وأستاذا باحثا بجامعة دوشيشا باليابان. وللأستاذ العديد من الكتب والأبحاث محورها الرئيسي الإسلام والغرب، علم الأديان، الفلسفة والدراسات الإسلامية المعاصرة وكل ما يتصل بها معرفيا. نستضيف الأستاذ طارق رمضان في إطار الندوات التي تنظمها جامعة مونديابوليس العالمية، ونذكر أنه أستاذ زائر بهذه الجامعة. Monsieur Tariq Ramadan, marhaba bik. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il vient de paraître Au péril des idées avec Edgar Morin. Alors, cela me fait penser à un autre livre, L'Islam en question avec Alain Grèche. Est-ce que c'est la même formule? Merci d'abord de cette invitation avec vous. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager des réflexions autour des livres. C'est la même démarche au sens où c'est un dialogue, mais ce n'est pas la même démarche au sens où le contenu est différent. Le livre que nous avons fait avec Alain Grèche, c'est un livre d'analyse sur ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est l'islam aux questions et vraiment toutes les questions du Moyen-Orient. Ici, c'est un livre sur des questions philosophiques fondamentales, religieuses, philosophiques, contemporaines. Le sous-titre du livre, c'est les grandes questions contemporaines. Encore une fois, vous montrez, comme le dit Claude-Henri Dubord, deux hommes apparemment si différents ne peinent aucunement à s'entendre dans les deux sens du mot. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, je pense qu'il faut aussi saluer ce qu'a fait Claude-Henri Dubord, qui a été l'animateur. On s'est rencontrés. Moi, je connaissais Edgar Morin depuis très très longtemps, même comme étudiant. Je lisais ses œuvres. C'est quelqu'un qui a promu la question de la complexité au travers de son approche de la méthode. Et on s'entend au sens où on s'écoute. Et puis on s'entend parce qu'au sens où il y a beaucoup de principes sur lesquels nous sommes d'accord. Nous venons de deux horizons différents. Edgar Morin est de tradition juive, mais il est agnostique, et donc il dit Dieu pour moi est un mystère. Moi je suis croyant de l'intérieur de la tradition musulmane, et sur des grands thèmes, celle de la dignité de l'homme, celle sur les questions de la justice, sur la question de l'autocritique, sur la question même du pardon. Nous avons beaucoup de points communs, et donc c'est des rencontres qui sont importantes, et c'est ça le secret du livre. C'est un livre qui est un peu une école aussi pour la France. Est-ce que c'est ça l'objectif, la différence et l'entente en même temps? Oui, tout à fait. C'est en fait comment on peut s'entendre tout en étant différent, oui. Mais c'est aussi par rapport à... Vous savez, la France aujourd'hui et l'univers francophone aujourd'hui est très tendu par des tensions. On a l'impression qu'on ne peut pas s'entendre. D'ailleurs, une des premières réactions qu'on a eues, c'est un commentateur comme Zemmour qui reproche au livre du fait que nous soyons trop d'accord. Non, moi je serais plutôt satisfait de dire il y a des accords, il y a des éléments sur lesquels nous sommes d'accord fondamentalement, dont un sur lequel j'insiste beaucoup, dont je suis tellement très très peu appelé à parler de ceci en tant que musulman, en tant que penseur musulman, en tant que quelqu'un qui a travaillé sur le ta'sil al-shara'i, c'est-à-dire le fondement des références musulmanes, c'est toute la dimension de la spiritualité, toute la dimension du sens. Et là, avec Edgar Morin, on peut parler de ça. Le sens, la transcendance, le sens de la vie et de la mort. Alors vous dites aussi que c'est un entretien il est abordé presque d'une manière si peu commune. Pourquoi si peu commune? C'est peu commun parce que, ce qu'il faut savoir, c'est deux choses. C'est que Edgar Morin, dans l'univers francophone, c'est une référence. Il est vraiment reconnu comme étant le penseur humaniste. Dans l'univers de référence francophone, Tariq Ramadan, c'est le contraire. C'est-à-dire, autant je peux, dans l'univers anglais,
américain être reconnu comme une référence de la modération et de l'ouverture, autant en France, c'est la diabolisation. Et dans le livre, c'était la rencontre entre le fréquentable et l'infréquentable. C'est improbable en l'occurrence. Et puis là, tout à coup, ce qu'on montre dans notre dialogue, c'est que de cet improbable vient la rencontre de pensée humaniste, parce qu'il y a un humanisme de l'islam. L'islam a une pensée humaniste, elle met c'est-à-dire qu'on a donné la dignité à l'être humain. Et donc de ce point de vue-là, ce qui paraissait improbable se construit au travers d'un dialogue qui a duré pendant plusieurs heures, 2 jours pleins. D'ailleurs, il faut le dire, puisque nous sommes ici en train d'avoir une émission au Maroc, le dialogue s'est fait à la Mamounia. Exactement, à Marrakech. Donc en l'occurrence, nos 2 cœurs sont aussi liés, le Maroc étant aussi un pays que j'appelle ma patrie d'adoption. D'accord. Alors, un entretien, c'était aussi un échange fécond. Aussi, est-ce que vous croyez que vous avez posé les vraies questions? Alors, on a posé certaines vraies questions, on n'a pas posé toutes les questions. On a posé certaines vraies questions, c'est-à-dire, en l'occurrence, comment, la première des questions, elle est celle-ci. Est-ce qu'il est possible d'avoir un dialogue sérieux et profond entre un homme qui dit « il n'est de Dieu que Dieu » et un homme qui dit « je ne sais pas et je ne me prononce pas ». Est-ce que c'est possible? Beaucoup, dans la tradition musulmane, ne rentreraient même pas en discussion. On connaît des littéralistes qui n'entreraient même pas. Il est perdu. Et du côté français, il y en a certains qui ont dit à Edgar Morin, mais pourquoi tu discutes avec lui? Il n'y a rien à espérer de ce dialogue. Et donc le premier... D'où le titre « Au péril des idées ». Exactement. Donc le péril des 2 côtés, en l'occurrence, à partir de là, on s'aperçoit qu'un de ces objectifs-là, c'est de montrer c'est possible. Ensuite, il y a des questions de fond sur lesquelles on a parlé de la laïcité, on a parlé de la question du Moyen-Orient, sur les nouvelles questions du Moyen-Orient. On a parlé aussi de la question du populisme qui s'installe, du racisme. Là, on a touché des points centraux. On ne peut pas, en 280 pages, aborder toutes les questions. Et certains nous ont dit, pourquoi vous n'avez pas parlé du blasphème, pourquoi vous n'avez pas... Bien sûr, et là, le dialogue peut être continué. Mais les questions fondamentales, ce qu'on a appelé les grandes questions contemporaines, nous les avons abordées. Alors, en regardant la table des matières, il y a l'absence du mot islam. Mais en l'occurrence, il y a fondamentalisme. Pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Je n'avais même pas remarqué ça. Et donc, c'est une bonne question qu'il faut poser. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis ceci? En fait, si vous lisez l'ouvrage, vous voyez que dans tout le déroulement de ma pensée, ma référence musulmane, elle est tout le temps là. C'est-à-dire que souvent, je dis à partir de mon univers de référence, à partir du vôtre. Vous savez pourquoi est-ce que je suis gênant pour l'Occident? Je suis gênant pour l'Occident parce que je suis profondément ancré dans ma tradition musulmane, mais en même temps, je suis occidental et ma culture est française. C'est-à-dire que je parle avec quelqu'un qui a lu les auteurs français, qui a lu la... Et donc, à un moment donné, je parle de l'intérieur. Et donc, ma référence musulmane, elle est tout le temps là. Et à un moment donné, ce qui fait problème dans la pensée française actuelle, dans le climat français, c'est de penser qu'en fait, tous les musulmans, ou les musulmans pratiquants spécifiquement, sont potentiellement des fondamentalistes. Et donc il fallait définir ce terme. Qu'est-ce qu'on entend par fondamentaliste? Parce qu'il y a un quiproquo. Le fondamentaliste, c'est pas la pensée des fondements, c'est pas l'usuli, c'est pas ça. Le fondamentaliste, c'est el-harfi. C'est la traduction qu'on donne. C'est la traduction qu'on donne, mais qui est fausse. En fait, l'usuli, c'est plus dans la langue arabe. C'est plutôt positif. On revient à la fidélité première. Mais ça veut dire autre chose, permettez-moi. Ulama al-usul fuqaha, des érudits. Exactement. Oui. Même dans la catégorisation scientifique que vous utilisez, dans al-ulama al-usul, ou al-usuliyoun, c'est plutôt une catégorie scientifique d'une certaine façon d'aborder les textes et qui est plutôt positif. D'ailleurs, quand le roi du Maroc, Hassan II, était intervenu dans le débat français, il avait dit tous les musulmans sont fondamentalistes. Et il entendait usuli, c'est-à-dire ils reviennent al-usul. Les Français n'ont pas entendu ça comme ça. Pour eux, dans l'histoire de la pensée française, le fondamentaliste, c'est négatif. C'est celui qui ne pense pas avec sa tête, mais qui répète les textes avec la mémoire. Il mémorise le texte, il ne le comprend pas. Il applique le texte sans le comprendre. Et là, il fallait qu'on aborde cette question en disant, attention, c'est plus complexe que cela. Et puis, on a des fondamentalistes. Le fondamentaliste n'est pas une catégorie strictement religieuse. Vous avez des fondamentalistes religieux, c'est vrai, des gens qui sont littéralistes. C'est ce que j'appelle, moi, par exemple, les salafiyoun, el harfiyoun, c'est-à-dire ceux qui sont très littéralistes. Mais on a aussi
des laïcs fondamentalistes, c'est-à-dire des laïcs qui lisent la laïcité où il ne faut plus qu'on ait de religion. On ne veut plus voir la religion. L'invisibilité du fait religion. On dit non mais ce n'est pas la laïcité, ça c'est une pensée qui qui devient dogmatique. Et on a associé le fondamentalisme ici au dogmatisme. Et mon ennemi à moi, c'est la pensée dogmatique. C'est la pensée qui ne voit qu'une vérité et qui remet tous les autres dans l'erreur, alors que nos plus grands savants, comme Shafi'i, qui dit mais moi mon ra'i sawab, c'est-à-dire mon opinion elle est bonne, exactement, mais elle peut être fausse, et puis l'opinion de l'autre qui est fausse, elle peut avoir du bon. Donc l'empathie intellectuelle, c'est l'opposition au fondamentalisme et au dogmatisme. Mais c'est une question qui revient toujours. Il y a ce problème de terminologie. Il y a islamiste. Il y a une différence entre islamiste et musulman. Alors, il y a activiste. Et dans leur tête, surtout en France, un islamiste, ce n'est pas un musulman, c'est un musulman pratiquant, mais ce qui s'intéresse à la politique. Est-ce que c'est... Alors, ça? vous posez une vraie question, mais ceci, on a tous un problème. C'est-à-dire, et le début du livre avec Edgar Morin, c'est un travail de défrichage terminologique. Quand je viens ici, au Maroc, et je suis un prof invité à Mondiapolis, la première partie de mon enseignement aux étudiants ici, c'est un travail de défrichage terminologique. Il faut savoir de quoi parle-t-on. Il n'y a pas de dialogue possible si on ne s'entend pas sur le sens des mots. Parce que si on ne s'entend pas sur le sens des mots, on va rester à l'impression que les mots ont sur chacun d'entre nous. Et l'impression des mots, c'est le début de la confusion. Le sens des mots, c'est la norme. L'impression, c'est les motifs, c'est la confusion. Et là, ce n'est pas uniquement eux, les Français, qui ont un problème, même parmi les musulmans. Dans l'ère d'univers musulman, moi je rencontre des musulmans, je viens ici au Maroc, je voyage dans le monde arabe, je m'aperçois qu'on est souvent très émotif, on n'est pas assez scientifique, on ne définit pas les termes, on doit faire un travail scientifique de définition. De la sémantique, de la compréhension de la grammaire, du sens des choses. Et donc, c'est vrai pour la question, par exemple, du musulman pratiquant, de celui qui est engagé en politique. Il y a une différence. Et le muslimoun, et l'islamiyoun. Voilà, tout ça, c'est important. Il y a une chose qui m'a toujours interpellé. Islamistes ont fait une traduction islamique. Mais on retrouve un vieux bouquin de l'Ash'ari, Maqalat al-Islamiyin. Il veut dire par là les nouveaux convertis à l'islam. Et ce n'est pas la même connotation, la même signification. Ça n'a pas la même signification, mais le problème, c'est que vous verrez que beaucoup de musulmans eux-mêmes, et je m'en suis aperçu dans mes enseignements, je veux dire, c'est vrai au Moyen-Orient comme c'est vrai en Afrique du Nord, parmi les musulmans, ils ne savent même pas eux-mêmes exactement comment on définit les termes. Pourquoi il y a cette différence? J'ai même entendu des gens qui disaient islamiste, ça vient de l'Occident, c'est eux qui nous ont donné ce mot-là. Mais ce n'est pas juste. En fait, historiquement, ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Historiquement, d'abord, il faut savoir que le mot islamiste ou islamisme en français provient de l'ère des Lumières quand Voltaire, Montesquieu ou Rousseau ne savaient pas dire islam et disaient islamisme pour dire christianisme. C'était la même chose. Donc on utilisait islamisme. Ils ne savaient même pas dire le Coran, ils disaient le Al-Qur'an parce que Al-Qur'an c'est ce qu'on entendait. Donc ils ont mis les deux, l'article et le mot. Donc là, le Coran. Exactement, là, le Coran. Les mahométans. Exactement. Tout ça, ça vient d'une période où l'orientalisme ou la pensée ne savait pas les termes arabes. Aujourd'hui, il s'est passé en Égypte une vraie question dans les prisons nassériennes, où vous aviez des gens qui disaient « nous sommes les seuls musulmans et toute la société ne l'est plus ». C'est mujtama jahili, c'est-à-dire ce sont tous des ignorants. On est revenu à l'époque. Et il y a une tradition dans les prisons qui disait « non, nous sommes islamiyoun et nous sommes tous muslimoun ». Donc ils ont créé un terme pour ne pas sortir les autres de l'islam. Et donc on doit comprendre ces termes, ils ont une histoire, ils ont un sens. Et si on commence à tout mélanger, si nous-mêmes, en tant que musulmans, nous ne sommes pas clairs dans notre terminologie, comment voulez-vous que nos interlocuteurs ils comprennent de quoi on parle? Nous, on ne sait même pas ni l'histoire, ni nos références. Le grand problème des musulmans, ce n'est pas l'ignorance que leurs interlocuteurs ont de l'islam, c'est leur propre ignorance de leur histoire, de leurs références. Il faut déjà qu'on balaye devant notre porte. Notre problème, c'est notre propre ignorance de soi. Et vous savez ce que ça provoque, la propre ignorance de soi? Chez beaucoup de jeunes et de moins jeunes que je vois, c'est un complexe. Un complexe quand un manque de confiance en soi.
Le problème, ce que nous devons, quand on a la connaissance, c'est la confiance. La confiance, elle est, je sais qui je suis, je sais quelles sont mes références et je sais pourquoi je vis. Maintenant, je n'ai aucune adversité. Le prophète, on arrive à Médine et qu'est-ce qu'il dit? Efshus salam, répandez la paix. Vous êtes des êtres... Et moi, c'est ce que je dis toujours à la France. Vous m'attaquez comme si j'étais en guerre. Et moi, je viens en France avec un message de réconciliation. Vous savez, mon plus grand bonheur, c'est de réconcilier la France avec ses propres valeurs. Vous parlez de droits de l'homme, parlons-en. Vous parlez d'égalité, parlons-en. Vous parlez de pluralisme, parlons-en. Je préfère vous réconcilier avec les valeurs que nous partageons que d'entrer en guerre avec une perception qui n'est pas profonde. Vous ne comprenez pas aujourd'hui, vous n'entendez pas. Il y a une surdité aujourd'hui, mais il faut aussi que nous regardions nos propres responsabilités. Il y a un vrai problème aujourd'hui dans la conscience musulmane contemporaine. Il y a un vrai problème. Il y a un problème de compréhension, il y a un problème d'expression. Il y a un problème de confiance, il y a un problème de crise d'autorité, de crise de savoir. On veut enseigner au monde la grandeur des valeurs et quand on se regarde, on n'arrête pas de se critiquer. Vous avez déjà vu les communautés musulmanes? On n'est jamais autant critique qu'avec nous-mêmes. On se critique tout le temps. Ça va, rien ne va, c'est la corruption, on comprend. Et puis après, on regarde les autres, on dit, vous ne nous aimez pas. Mais si seulement on s'aimait dans nos principes, dans nos valeurs, et si seulement on se respectait dans nos connaissances, ça irait mieux. Alors, on vous pose souvent des questions d'ordre religieux. Je veux dire par là du fiqh, du sharia. Exemple, page 57, Madame Sabah Abou Salim intervient et vous pose une question qui a l'apparence d'un point de vue, c'est une question qui a l'apparence d'un point de vue, sur le droit religieux. Alors, est-ce que vous vous considérez comme un érudit, ou un intellectuel, un islamologue? Aussi, il y a aussi ce problème d'amalgame. Oui, c'est tout à fait intéressant. C'est une bonne question, ça. J'aime bien cette question parce qu'elle va me permettre de clarifier les choses. Parce que dans l'univers musulman, ce à quoi j'ai souvent fait face, c'est les gens disent « Mais Tariq Ramadan, c'est un philosophe. » Et vous savez ce que c'est quand on dit ça en arabe? Min ilm al-kalam. Kalam yani. En égyptien, bitkallem. C'est-à-dire, il parle. D'accord? Il n'a pas cette formation-là. D'un autre côté, j'ai en face de moi en Occident des gens qui... considère que je suis trop ancré dans la pratique, et trop ancré dans la pratique, ça veut dire fondamentaliste. Et là, je suis dans deux univers qui ne comprennent pas exactement où les choses se situent. Moi, j'ai fait d'abord beaucoup de lectures, puis ensuite je suis retourné en Égypte et j'ai fait des formations. Les ijazat dans cette discipline. Avec des savants de l'Azhar. Et les ijazat, qu'est-ce que c'est? C'est la méthode traditionnelle où le savant vous dit, eh bien, vous pouvez enseigner. Donc, en termes de connaissances, de ce que j'ai fait pendant des années. J'ai travaillé sur les questions du fiqh dans les sociétés majoritairement musulmanes et dans les sociétés occidentales. Ceci, ça demande un appareil, ça demande une formation. Et cette formation, je l'ai. Et ceux qui me critiquent sur mes réponses, je leur dis toujours, mais apportez-moi des réponses. Au lieu de questionner ma formation. Et pourquoi ça choque autant en France d'être islamologue, d'être musulman, d'être intellectuel à la fois? Pourquoi? Non, parce qu'il faut... D'abord, on aime bien partout vous mettre dans une catégorie. C'est-à-dire, on aime bien mettre... en France, on me dit souvent théologien. D'accord? Et même moi, j'ai un problème avec l'accession de la théologie. Islamologue, ça veut dire quoi? Un islamologue peut être quelqu'un qui n'est pas musulman. C'est-à-dire, il étudie le fait islamique. D'accord? Moi, dans ma formation... c'est dans un premier temps d'avoir fait une formation de 7 disciplines fondamentales. Ça veut dire d'aller de Ulum al-Qur'an, Ulum al-Hadith, al-Fiqh, Usul al-Fiqh, tout ceci, il fallait les ijazat dans ces éléments-là. Donc ça, c'est des éléments qu'il fallait avoir. Et en même temps, j'ai une formation qui était une formation de philosophie occidentale et de philosophie islamique. Et à partir d'un certain moment, j'essaie d'établir des ponts. Pour certains, il faut vous mettre dans des catégories. Alors, on me dirait théologien. J'ai un problème parfois avec certains de mes interlocuteurs musulmans en disant « Mais de quel droit tu te permets de prendre une position sur une question ?» Je dis « Mais le droit que j'ai de ma formation, c'est-à-dire elle est là, cette formation. Et si je me trompe, au lieu de me questionner sur ma formation, apportez-moi les preuves que j'ai tort sur cette réponse-là. » Parce que c'est ça le problème qu'on a avec certains musulmans et certains savants. Ils ne répondent pas à la question, ils jugent la personne. Or, s'il y a une chose qu'on ne fait pas en islam, c'est de juger la personne. On juge les actes et on juge les réponses. Si j'ai tort, montrez-le-moi. Mais ne dites pas que vous avez des questions sur ma formation. Et souvent, j'ai ceci. Alors ça, c'est par rapport au monde musulman. Par rapport à l'Occident, c'est pas par rapport à l'Occident. Je pense que là, un vrai problème aujourd'hui de contentieux historique
avec la France. La France, elle a un problème, elle a eu un problème historique avec le catholicisme, la religion. Elle a eu un problème avec les Arabes. Il faut qu'on se rende compte de ça. C'est pas d'abord l'islam, elle a eu des problèmes avec les Algériens, elle a eu des problèmes avec les Marocains. L'arabe en France, aussi. Exactement, c'est toute cette histoire coloniale. Et puis ensuite, l'islam, on s'attendait à ce que tous ces Français de confession musulmane disparaissent dans leur pratique. Or aujourd'hui, plus ils sont éduqués à l'université, plus ils reviennent à la pratique. En d'autres termes, ce qu'on avait pensé, moins de pratique avec plus de connaissances, c'est exactement le contraire. Alors, il y a une double responsabilité. À tous ces jeunes, et moins jeunes, Français, Françaises, de confession musulmane, avec sérénité, avec confiance, d'assumer ce qu'elles ou ils sont, et de se dire citoyens, et de comprendre une chose, l'époque de l'intégration est dépassée, nous sommes dans l'ère de la contribution. Soyez une valeur ajoutée. Et de l'autre côté, il faut que la France comprenne que ces gens-là ne sont pas des invités, ils sont chez eux, ce sont des citoyens, et que l'islam est une religion française. Et donc là, c'est quelque chose de particulièrement important. Ça veut dire qu'il faut une conscience. Et moi, ce que j'attends aussi, c'est que le discours sur la référence musulmane au Maroc soit un discours aussi qui soit beaucoup plus confiant, beaucoup plus assumé. Il y a quand même un complexe souvent dans l'élite marocaine par rapport au débat français. Il faut qu'on en sorte. Il faut que le Maroc ou les Marocains s'assument dans leur arabité, dans leur culture, mais dans le fait qu'il n'y a aucun problème pour un Marocain à parler français. Il n'y a aucun problème. On parle français, on parle arabe, et on assume ses valeurs de façon sereine. On vous a posé une question sur la légalité féminine. Et vous avez répondu, vous avez dit... On parle plutôt de la légalité en dignité. Mais peut-être que la question attendait une réponse qui relève du fiqh. Non, mais je vais plus loin dans la réponse. Ça, c'est peut-être le début de la réponse. Je vais plus loin dans la réponse où je dis les musulmans, le discours traditionnel musulman, qu'est-ce que c'est? C'est de dire nous sommes égaux devant Dieu et complémentaires dans la société. C'est ça qu'on dit tout le temps. On dit l'homme et la femme sont égaux devant Dieu, donc ça c'est une réalité. Bani Adam, Bani Adam, le statut devant Dieu est égal. Après, ce qu'on dit dans la société, c'est qu'on est complémentaires. Et moi, je prends position, je suis critique par rapport à ça. Parce que je dis, les musulmans et les savants musulmans, souvent influencés par la culture arabe beaucoup plus que par le principe islamique, la différence entre l'ahkam, c'est les principes islamiques, l'urf, l'thaqafa, l'arabiya, qui étaient souvent, de ce point de vue-là, des dimensions qui étaient patriarcales, très très liées aux hommes. Oui, et le meilleur exemple d'ailleurs, c'est les mosquées. Quand on sait qu'à l'époque du prophète, on a des mosquées qui accueillent les femmes, que la fille du prophète, elle vient à la mosquée pendant Salat el-Fajr, elle s'y exprime, et qu'aujourd'hui, 15 siècles plus tard, on a l'accès à la mosquée qui est difficile, on a l'égalité même de cet accès, ça pose un problème, parce que la mosquée, c'est pas simplement l'égalité devant Dieu, c'est l'égalité dans la société. Et dites-moi, comment vous construisez les mosquées, j'aurai une idée de comment vous concevez les rôles. Parce que si la femme n'a pas accès à cet espace-là, il y a un problème. Et ça pose la deuxième question, c'est que il faut aller vers une égalité sociale et politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire égalité dans l'éducation. Ça veut dire égalité dans tout ce qui peut concerner l'accès à l'emploi. Avec une chose sur laquelle les musulmans doivent être au premier plan. Une femme avec les mêmes compétences doit avoir le même salaire. Ça ne se discute même pas. Nous ne sommes absolument pas en accord avec un homme reçoit 30% de plus, on ne sait pas pourquoi, s'il a plus de compétences. D'autant plus que l'on sait aujourd'hui qu'à formation égale, les femmes sont et font mieux que les hommes aujourd'hui. Et de quel droit un homme aurait plus d'argent? Où dans le fiqh? Donnez-moi un hadith, donnez-moi un verset qui explique ceci. Ça n'existe pas. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit un peu plus courageux et que sur la question de l'égalité, on dit égalité sociale et politique. Ça veut dire qu'il faut aller loin dans notre reconnaissance des déficiences de la pensée musulmane contemporaine. Oustad Tariq Ramadan, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. نلتقي في الأسبوع المقبل دمتم بخير وإلى اللقاء.